350 millions d'habitants. Les États-Unis représentent l'un des plus gros marchés en Amérique du Nord, peu importe le domaine dans lequel on se situe. Comme tu le sais, j'investis en immobilier et j'ai récemment pris la décision d'investir en immobilier aux États-Unis. Et je te dirai pourquoi. C'est un pays qui regorge d'opportunités, mais aussi de dangers, et dans lequel il faut savoir naviguer. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Yuri Hugo, je suis un investisseur immobilier et j'investis principalement en France, au Québec. Et j'ai récemment pris la décision d'explorer le marché américain. Dans cette vidéo, je te dirai pourquoi. Je te dirai pourquoi toi aussi tu devrais explorer le marché américain. Et je te dirai aussi certains pièges que tu dois absolument éviter afin de ne pas laisser ta chemise. Mais si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer les notifications et partager cette vidéo à tous les membres de ta communauté. Car l'immobilier, comme l'investissement, est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et le but de cette chaîne est de créer une communauté de gens comme moi qui me ressemblent, qui te ressemblent et qui vont réussir à prospérer financièrement à travers différents véhicules, notamment l'immobilier. J'ai récemment pris la décision d'investir aux États-Unis. Je suis actuellement dans ma voiture en direction de Sherbrooke, qui est d'ailleurs en Estrie, qui est vraiment collé à la frontière américaine. Et une question qui m'a été posée par un de mes auditeurs, c'était pourquoi je voulais investir en immobilier. Et moi aussi, il avait posé par Axel, qui est actuellement en train d'enregistrer cette vidéo. Axel, dis-nous un peu pourquoi c'est quoi ta question? Qu'est-ce qui te motive de vouloir investir dans l'immobilier américain? Donc, plusieurs raisons. La première, c'est que le marché américain est quand même un très, très gros marché. On parle de 350 millions d'habitants, on parle d'énormément de villes, on parle de villes qui sont à la fois côtières, de villes qui sont à la fois dans la montagne, à la fois dans la forêt. On parle d'un paysage et d'opportunités assez vastes de par la taille du pays en elle-même. Il y a des villes où est-ce qu'aujourd'hui les propriétés coûtent moins de 50 000 $, tu as des villes dans lesquelles les propriétés coûtent plus d'1 million, donc tu as des villes dans lesquelles tu as des gros bâtiments, des petits bâtiments. Ce que je trouve vraiment intéressant aux États-Unis, c'est cette diversité qui permet finalement de mettre en place plusieurs stratégies. Le deuxième élément, c'est aussi le côté réglementaire. Je vis au Québec où est-ce qu'on est dans un État qui est à la fois de droite, mais aussi un peu très proche de ce que j'appellerais du communisme. Il y a un gouvernement actuellement qui est sur le Legault, qui est très très à droite et qui, en fait, il n'y a pas de secret lors des élections. Ces gens-là se font élire, notamment à cause des provinces, rarement à cause de la métropole. Ils ont très peu de votes dans les métropoles. Et du coup, pour réussir à aller chercher ces voix-là, ils prennent des positions un peu racistes, un peu xénophobes. Ils ont tendance à critiquer l'immigration dont j'en fais partie. Ils prennent des positions très à droite, mais aussi, ils prennent aussi des positions très populistes. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des règles et des règlements qui font que la loi est vraiment plus du côté du locataire que du locateur. C'est-à-dire aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le tribunal administratif du logement, qui d'après moi est vraiment une hérésie et qui contribue à l'appauvrissement de la population. Mais finalement, qui est un tribunal qui a pour rôle de juger les conflits entre les locataires et les locataires et qui est très du côté des locataires. Et donc, l'avantage des États-Unis, c'est qu'on a un picture un peu différent. On a des États qui sont pro-locataires, des États qui sont pro-locateurs, mais justement parce que il y a 50 États, tu as le choix. Pour résumer un peu, puis c'est en grosse ligne, les États qui sont en général républicains, des États qui vont être très pro-business, très pro-locateur. Locateur, c'est la personne qui loue le logement, qui le loue à quelqu'un d'autre. Alors que les États, par exemple, qui vont plus être démocrates, vont être plus du côté, on va dire, des locataires. Donc, il y a quand même un gros nombre d'États qui sont républicains et donc ça donne une belle diversité d'endroits où est-ce qu'on peut investir. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je veux investir ailleurs qu'au Québec, c'est pour ne pas justement dépendre uniquement d'un environnement qui est pro-locataire, mais aussi être dans un environnement qui est pro-locateur, notamment les États républicains aux États-Unis. Troisième élément aussi qui est vraiment intéressant, c'est les règles pro ou contre location courte durée. À nouveau, la location du courte durée est quelque chose, à mon sens, à moi, qui est vraiment extraordinaire. Ça me permet de voyager tout en ayant des conditions agréables. J'étais récemment à Détroit, j'étais dans un Airbnb qui est en plein centre-ville. C'est pratiquement le même standard qu'un hôtel, mais c'est quand même beaucoup plus convivial. Et j'aime beaucoup le concept, surtout qui permet à des gens comme vous et moi de mettre en location leur logement et d'aller chercher des sources de revenus complémentaires. Si tu me suis un peu sur ma chaîne et si tu ne le fais pas encore, je t'invite à t'abonner. C'est que je suis très pro diversifier les sources de revenus, avoir plusieurs sources de revenus. Et le fait d'Airbnb est l'une des plateformes qui permet
finalement ce qu'on appelle l'économie de partage, à monsieur, madame, tout le monde d'aller chercher d'autres sources de revenus. Comme Turo permet à d'autres personnes d'aller chercher des sources de revenus en louant leur véhicule, comme Uber permet à des gens d'aller chercher d'autres sources de revenus en faisant du taxi. J'adore ce principe de où est-ce qu'on transforme tout le monde finalement en entrepreneur en fait. Et le Québec a quand même des lois qui sont plus ou moins anti-location courte durée, où c'est fortement restreint, surtout à Montréal, puis je dirais pas tant au Québec, c'est vraiment les municipalités qui le décident. La loi au niveau provincial est quand même assez intéressante, c'est vraiment les lois au niveau des municipalités. On a la malchance à Montréal d'avoir une mairesse, à mon sens, qui ne fait pas honneur à la ville. Pour vous donner un exemple, elle a refusé d'avoir la Coupe du Monde de 2026 à Montréal. Où là, finalement, c'est Toronto et Vancouver seulement qui vont l'avoir au Canada, alors que Montréal était dans la liste initiale. C'est pour vous dire un peu, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je ne la porte pas du tout dans mon cœur, parce que je pense qu'elle manque d'ambition pour une ville qui est aussi grosse que Dallas, si ce n'est plus, et qui pourrait du coup accueillir des événements majeurs comme la Coupe du Monde. Et bref, la réglementation qu'elle a mise en place, c'est vraiment anti-location courte durée. Donc, c'est très difficile de mettre en place de la location courte durée à Montréal parce que la loi est un peu contre ça. Et ce que je trouve intéressant aux États-Unis, parce qu'on a plus de villes, plus de choix, il y a des villes où est-ce que la réglementation est pro-location courte durée. Et ça fait toute la différence. Tu ne veux pas, donc pour moi, la location courte durée, ce n'est pas un hobby, c'est une business. Et tu ne veux pas créer une business sur quelque chose d'illégal. Tu ne veux pas créer une business dans un contexte juridique qui est contre toi. Créer une business, c'est déjà affronter beaucoup d'adversité. Tu ne veux pas en plus de ça avoir l'adversité qui est le contexte légal contre toi. Ça ne vaut pas la peine. Et donc, l'une des raisons pour laquelle, Axel, je vais aller aux US, c'est parce qu'il y a des villes que j'ai identifiées qui sont vraiment pro-location courte durée. C'est des villes qui ont compris que la location courte durée amène une clientèle neuve qui va permettre de dynamiser les commerces locaux. Contrairement aux mensonges qu'on veut nous faire croire, il n'y a pas plus, puis j'ai lu une statistique récemment là-dessus à Dallas, il n'y a pas plus d'appels de police dans les logements qui sont loués en courte durée par rapport à des logements qui sont loués à l'année. D'accord? On aime souvent mettre de l'avant en disant oui, mais là, ils font la location courte durée, ils font le party, ça crée de la nuisance. Oui, mais dans les gens qui louent à l'année aussi, il y a de la nuisance. Et ça, encore une fois, c'est les médias. Pour ça, j'ai voulu créer ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai voulu avoir mon propre média où je peux partager mes opinions. Parce que malheureusement, les médias sont manipulés et sont une extension du pouvoir et ils veulent juste nous passer un narratif qui n'est pas le bon. Et donc, on va avoir tendance à nous dire dans les médias que oui, la location courte durée, c'est mauvais. C'est faux. C'est pas plus dangereux. Il n'y a pas plus de plaintes pour la location courte durée que la location à la durée, à l'année. Donc, c'est la deuxième raison, Axel, c'est parce que je voulais vraiment aller dans des villes qui sont pro-location courte durée. Troisième raison, la densification. Densification, c'est le principe de pouvoir augmenter le nombre de logements que tu as dans une ville. Aujourd'hui, pour une ville, Montréal, je regardais hier, on a 1,8 million d'habitants sur l'île de Montréal. Et c'est quand même une grosse population, mais malgré ça, on a encore des bâtiments de 1 ou 2 étages dans certains quartiers parce que les gens ne veulent pas densifier. Densifier, ça consiste à dire, surtout sur une île comme Montréal, où est-ce qu'on ne peut pas s'élargir, parce qu'on ne peut pas s'étendre horizontalement, il faut s'étendre verticalement, parce que sans ça, on ne sera pas en mesure d'accueillir les nouvelles populations qui viennent. Cette année a été une année record, on a délivré plus de 400 000 permis de résidents permanents au Canada. Le Québec, en général, c'est à peu près 25, c'était 25, c'est plus 20% de la population du Canada. Donc on peut assumer que sur ce 400 000, il y en a 80 000 qui sont venus au Québec. La réalité, elle est là, c'est qu'il faut les accueillir, ces gens-là. Il faut leur donner du logement. Puis on n'en construit pas de plus en plus, surtout récemment à cause de l'augmentation des taux et de l'augmentation des coûts de construction. Il faut quand même pouvoir les loger quelque part. Et donc la seule façon de le faire, c'est de densifier. Et on a des lois anti-densification. C'est même contradictoire parce que ceux qui sont contre la densification, souvent c'est des populations un peu plus, on va dire, défavorisées et qui voient ça comme étant de la gentrification. C'est vrai, c'est en général des gens qui ont des meilleurs revenus, qui vont payer des salaires plus élevés, qui vont faire des plus gros salaires, qui vont pouvoir vivre dans ces logements-là. Mais si on ne densifie pas verticalement, on se retrouve obligé de densifier horizontalement, ce qui fait de l'étalement urbain, ce qui fait qu'on perd les milieux humides, qu'on perd des forêts. Et c'est un peu contre ça que finalement ces gens-là aussi se battent en disant il faut qu'on sauve la planète. Ouais, mais si on ne densifie pas, on ne va pas la sauver la planète parce que du coup on va s'étaler, les gens vont devoir prendre la voiture, vont devoir faire plein de kilomètres. Et c'est là qu'on voit une belle contradiction à nouveau à Montréal où est-ce que la mairesse veut plateauiser l'ensemble de la ville en disant maintenant tout le monde doit se promener à vélo. Guys, si tu imagines vraiment que moi, avec mes 3 enfants, je me promenais en vélo
en hiver. Like, je comprends cette notion de vélo, de ville verte, mais ils sont en train de vouloir finalement rendre la vie impossible aux automobilistes dans Montréal parce que justement, on veut favoriser le déplacement en vélo. Mais ok, si tu veux réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut que les gens n'aient plus besoin de la voiture, qu'on ait moins d'auto solo. Et pour avoir moins d'auto solo, il faut que les gens soient concentrés à un endroit. Et c'est ça la densification. Aujourd'hui, quand tu veux rajouter des étages, c'est la croix et la bannière contre la ville. C'est comme si les fonctionnaires étaient payés pour t'empêcher de développer ton projet. Et tu te retrouves finalement à devoir aller à nouveau à pagayer contre le sens de l'eau au lieu de pouvoir te faire porter par ces gens-là. Je pense que le rôle d'une administration au niveau de l'urbanisme, c'est d'aider justement les gens à densifier. J'ai actuellement un projet dans la ville de Lévis et ça se passe super bien parce qu'ils sont dans cette mentalité-là. J'ai un projet à Montréal, c'est beaucoup plus compliqué parce que la mentalité à Montréal est de dire comment est-ce qu'on peut bloquer les promoteurs immobiliers, comment est-ce qu'on peut les ralentir. Et tu vois, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux aller aux US, c'est parce qu'il y a des villes qui sont carrément pro-densification, carrément des États. En Californie, aujourd'hui, quelques mois, il y a une loi qui est passée où est-ce qu'on a interdit ce qu'on appelle le single unit zoning, où est-ce que le single unit zoning a été interdit. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de construire des maisons d'un seul niveau. Tu dois en faire de 2 ou de 3 pour avoir ce qu'on appelle des duplex ou des triplex. Il y a carrément des États où est-ce qu'on a autorisé ce qu'on appelle le ADU, Accessory Dwelling Units. En gros, c'est que tu as ta maison, puis derrière, tu as le droit d'aller installer une petite maison à l'arrière. Tu vois, un peu comme à Détroit où est-ce que tu as des garages derrière, tu aurais le droit d'en faire une maison finalement. Et c'est deux choses intéressantes, c'est que tu auras un lieu où est-ce que tu pourras accueillir la famille quand elle vient. Et tu ne serais pas obligé de vivre avec ta belle-mère. J'adore ma belle-mère, ça passe super bien. Mais pour ceux qui veulent créer de la distance avec leur belle famille, ils peuvent les accueillir chez eux tout en les mettant dans ces unités accessoires qui sont à l'arrière et donc pas forcément cohabiter. Mais en plus, ce sera aussi un complément de revenus. Tu pourrais, quand tu n'en as pas besoin, le mettre en location sur Airbnb et générer des revenus supplémentaires. C'est ce mindset-là, en fait. C'est cette mentalité. J'adore le Québec, puis je dois énormément au Québec. J'ai fait tous mes enfants au Québec, puis le Québec fait partie de qui je suis. Le Canada, j'en parlais d'ailleurs dans une autre vidéo. Et c'est pour ça que je me permets un peu de critiquer aussi cette mentalité. Je pense qu'on a beaucoup de mentalité au Québec où est-ce qu'on voit petit versus les US où est-ce qu'on voit grand en fait. Aux US, c'est there's no limit. Au Québec, c'est pas de sky, c'est the roof is the limit. Et puis, c'est un peu de ça que je veux casser. Puis, je m'assure que les gens de ma communauté, les gens qui me ressemblent, ne se retrouvent pas emprisonnés dans cette mentalité-là, de se dire qu'ils peuvent seulement faire ce qu'on les autorise de faire. I want you guys to speak up, c'est avoir la possibilité de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on veut et d'aller prendre ce qui est nôtre. Et c'est pour ça que, tu vois, je mets beaucoup d'énergie dans l'investissement. C'est pour ça que je suis constamment en train de faire des vidéos. C'est pour ça que je suis constamment en train de partager un message parce que le but ultime dans la vie, c'est d'avoir un impact. Puis j'aimerais avoir le mien et puis j'aimerais permettre à ma communauté aussi d'avoir le sien. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit constamment dans le combat, guys. C'est un combat tous les jours. Il faut aller chercher. Puis c'est pour ça que des fois, je prends l'avion, je vais à Détroit, je vais passer le week-end, je vais voir des propriétés, je vais faire des visites. Parce qu'à la fin de la journée, je vais explorer des nouveaux marchés. Donc ça, c'était la raison supplémentaire, c'est vraiment le contexte réglementaire au niveau du zonage, au niveau de la densification. C'est vraiment ça les principales raisons pour lesquelles je vais explorer le marché nord-américain. Et la dernière, c'est aussi, et ça c'est plus technologie, c'est l'accès à la donnée, l'accès à la data. Aux États-Unis, je suis en mesure, en payant $1, de savoir exactement qui est propriétaire de ce bâtiment-là et de savoir c'est quand la dernière fois qu'il a payé ses impôts, savoir c'est qui son frère et savoir où est-ce qu'il a travaillé. Et donc, je suis en mesure de rapidement pouvoir avoir de l'information sur un bâtiment et pouvoir derrière en servir pour approcher le vendeur, pour acheter son bâtiment et ainsi de suite. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui marche très bien qui s'appelle Zillow, qui est un site web où est-ce que tu as accès à toutes les données par rapport à qui a acheté, c'était quand qu'ils ont acheté, c'est quoi l'historique. Au Canada, c'est plus ou moins ça, mais au Québec, par exemple, Zillow est d'ailleurs au Canada, mais Zillow n'est pas au Québec, par exemple, parce qu'ils n'ont pas accès à la donnée. J'espère qu'ils vont y arriver parce qu'il faut démocratiser l'accès à la donnée. Moi, personnellement, j'y ai accès parce que je suis allé chercher ma licence du courtier immobilier, puis à travers ça, j'ai accès à certaines données. Mais je pense que ce serait intéressant que tout le monde puisse y avoir accès, que tout le monde puisse faire travailler ces données-là. Il y a tellement d'entreprises qu'on pourrait créer, tellement de business models qu'on pourrait créer, tellement de transactions qu'on pourrait créer en plus si la donnée était finalement déclarée comme un patrimoine public. L'eau, aujourd'hui, est un patrimoine public. Donc oui, aujourd'hui, indirectement, mais je ne paye pas pour l'eau parce que ça appartient à tout le monde. Right? Pour moi, la donnée, ça doit être la même chose. Parce que si j'avais accès à la donnée, je pourrais faire beaucoup plus de transactions. Plus de transactions, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui font de l'argent, qui vont le réinjecter dans l'économie, et ainsi de suite. Donc, c'est les raisons principales pour lesquelles je suis très intéressé par le marché nord-américain. Tu as dû le constater, la stratégie serait plus
de l'achat de propriétés dans les secteurs en redynamisation et de la location courte durée. C'est les deux choses que je regarderai. Dans des villes qui sont pro-location courte durée, dans des villes qui sont pro-densification, dans des villes qui sont pro-business, donc les États notamment républicains. Puis voilà, c'est un peu ça l'une des raisons principales. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais partager dans ces vidéos. Avec ça, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu es intéressé par investir au Québec, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras dans la description de la vidéo un lien pour le faire. J'ai un ensemble de formations. Est-ce que j'accompagne les gens à faire leurs investissements? Tu peux aussi t'inscrire à mes événements. J'ai un événement d'ailleurs samedi prochain. Tu trouveras le lien tous les deux samedis. Tu trouveras le lien dans la description pour t'inscrire. Et sinon, pense bien à nouveau, très important. Puis je le redis à nouveau, j'insiste là-dessus. C'est en étant plusieurs à faire ce genre de choses, en se posant ces questions-là, en ayant ces débats-là entre nous, qu'on va réussir à faire avancer notre communauté. Alors, très important, partage cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels tu es. Partage cette vidéo aussi sur Facebook et sur les autres médias. Mets un gros thumbs up. Puis mets-moi dans les commentaires, quelle ville tu me conseillerais si je devais investir aux États-Unis? Quelle ville tu penses est une bonne ville? Je ferai l'analyse et je te répondrai si c'est une bonne ville ou pas. À une prochaine. Ciao.